Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. Le Crédit Agricole Alsace-Vosges au service de nos territoires et de ceux qui y vivent. Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue pour une heure d'actualité 100% Alsace, 100% régionale. Et on retrouvera Sabrina Keller, la présidente de Femmes de Foot. Elle sera en compagnie de Michel Brisset pour un programme tout à fait étonnant, le projet Palliance, Michel Brisset étant infirmière. Tanguy Flores et l'actualité de Chap avec Neverseen, une nouvelle fabrique de papier peint artistique à Strasbourg. Le cinéaste Benoît Jacot est avec nous. Il signe Dernier Amour sur notamment la vie et le dernier amour de Casanova. Et Marek Alter sera notre invité de la rédaction ce soir. Il a écrit ses mémoires « Je rêvais de changer le monde ». On retrouvera cet écrivain et cet apôtre évidemment de la paix. Avant cela, c'est le JT, Anna Britz. Bonsoir à tous. Et à la une de ce JT, c'est sous le signe de la lutte contre le harcèlement, le racisme et l'antisémitisme que la 15e édition du Mois de l'Autre s'est lancée aujourd'hui dans les lycées de la région. À 10 jours de sa fin, le grand débat national fait parler au sein des gares. Exemple aujourd'hui à Strasbourg. Et puis c'est Mardi Gras et nous nous sommes rendus à Heurt où la pluie n'a pas découragé le public et les participants de la 69e cavalcade carnavalesque. Après les salles de fête, les mairies, les écoles, c'est dans les gares que le grand débat national s'est installé. Des stands d'information permettent aux voyageurs et passants qui le souhaitent d'amener leur contribution. Exemple aujourd'hui en gare de Strasbourg, Camille Roland. Non, ce qu'on propose, nous, c'est on a 4 thèmes en fait. Oui. C'est les grands thèmes du débat. Pour chaque thème, vous avez un petit questionnaire avec une petite vingtaine de questions. Et voilà, on vous pose. J'ai 20 questions. Mais vous n'êtes pas obligé de toutes les répondre. Vous pouvez répondre qu'à une seule question. Je ne sais pas si la fiscalité vous intéresse, mais il n'y a que 11 questions pour la fiscalité. Ils ont pour la plupart un train à prendre. Pourtant, certains passants prennent le temps de s'arrêter au stand Grand Débat National, installé dans le hall de la gare de Strasbourg depuis 2 jours. Curieux, revendicatifs ou interrogateurs, ils ont chacun leur mot à dire sur le sujet. J'avoue que je suis assez surprise par cette demande. Je trouve ça pas mal pour justement nous donner la parole. Et je trouve ça vachement important à l'heure d'aujourd'hui avec tout ce qui se passe. Ça serait vraiment, on va dire, important que ce soit entendu. Parce que les gens en ont de plus en plus marre et on est dans une détresse qui est assez importante aujourd'hui. Donc ça serait pas mal de le prendre en considération. Le stand, ça m'a attiré parce que il s'agit de s'exprimer, de dire des choses sur certains points de notre société aujourd'hui, que ce soit sur la démocratie, l'écologie et tout ce qui importe pour le peuple français et les citoyens que nous sommes aujourd'hui. Je parle surtout pour nos dirigeants aujourd'hui. Il faut vraiment qu'ils fassent des efforts parce que la société a besoin de beaucoup de choses de la part de nos dirigeants. Je pense que c'est bien pour les voyageurs du quotidien, même les voyageurs qui viennent ici une fois tous les mois ou de temps en temps. C'est bien de pouvoir venir et pouvoir parler et pouvoir avoir leurs témoignages recueillis parce qu'ils n'ont pas forcément le temps d'aller sur Internet ou pas forcément entendu parler du débat. Moi-même, j'ai participé au grand débat et je trouve que ça permet aux citoyens de se sentir impliqués dans la démocratie. Un questionnaire à la main, 2 étudiants accueillent le public dans ce lieu de passage qu'est la gare. Leur objectif, collecter la parole des citoyens et les informer sur le grand débat national initié par le gouvernement. Des stands de proximité comme celui-ci ont été installés dans plusieurs lieux en France afin d'ouvrir le débat à un public plus large. On est plus là à titre informatif, on a des questionnaires papier à remplir, donc on aide les gens qui sont intéressés à répondre à des questions, on les aide à répondre en ligne parce qu'on a aussi à disposition des iPads et on leur donne toutes les informations dont ils ont besoin. La gare a à la fois un avantage et un inconvénient. C'est un avantage, c'est que ça peut entraîner des gens qui ne seraient pas forcément venus, c'est-à-dire des gens qui ont une correspondance ou des gens qui ne connaissaient pas forcément le principe et qui se retrouvent là un peu par hasard, qui se demandent ce que c'est, qui du coup participent. Et pour s'y retrouver dans les revendications, les questionnaires sont répartis en 4 thèmes. Vous êtes invité à répondre sur ce que vous pensez de chacun de ces thèmes. Et donc voilà, je ne sais pas si que vous voulez prendre, ce qui vous intéresse le plus. Vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes les questions, vous pouvez, la démocratie. Vous avez 4 thèmes, donc c'est les 4 thèmes qui sont présents dans le grand débat national, donc qui sont
l'organisation de l'État et ses services publics, tout ce qui est la fiscalité, la transition écologique et tout ce qui a un rapport avec la démocratie et la citoyenneté. Et donc pour chacun de ces thèmes, en fait, vous avez une petite vingtaine de questions qui répondent un peu à votre degré de satisfaction sur chacun des thèmes, sur la prestation du gouvernement et qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, comment on pourrait faire un vie de tous les jours. Bilan du premier jour, une centaine de questionnaires distribués et une trentaine de récupérés. Et le public est diversifié avec des revendications et des bords politiques bien différents, plus ou moins convaincus par l'idée. C'est mitigé, il y a une bonne partie des gens qui est intéressée par répondre aux questions. Après, souvent, ils évoquent quand même des doutes sur le fait que ça soit suivi ou non et l'utilité véritable de ce grand débat. Utile ou non, chacun se fait son propre avis. Dès demain, les jeunes reprendront le train pour s'installer dans une autre gare. Les questionnaires seront ainsi collectés jusqu'au 15 mars prochain avant d'être analysés par ordinateur. Cela sera ensuite au tour du gouvernement de plancher sur les solutions. La 15e édition du Mois de l'Autre a débuté aujourd'hui. Cette opération organisée par la région Grand Est vise à encourager les lycéens à réfléchir à l'autre et à la différence, qu'elle soit religieuse, culturelle, sociale, liée au handicap ou au sexe. Les lycéens sont invités cette année à se pencher plus précisément sur le rôle des réseaux sociaux. Adeline Piron. Se rencontrer, discuter, débattre, partager. Pendant un mois, lycéens et apprentis du Grand Est sont encouragés à mener une réflexion autour du rôle que jouent les réseaux sociaux. Si ces derniers sont de véritables outils de communication, ils représentent parfois aussi un danger. Au cœur de ce nouveau Mois de l'Autre, des sujets tels que le harcèlement et le cyberharcèlement, le droit à l'image, la liberté d'expression ou encore le racisme et l'antisémitisme. Les jeunes, non seulement débattent avec respect, se saisissent des sujets et comprennent toute l'importance. Parce qu'ils savent aussi que finalement, ils représentent l'avenir et c'est aussi notre responsabilité. Cette lutte contre le racisme et l'antisémitisme passera inévitablement par l'éducation. Et c'est avec émotion que les élèves et leurs encadrants ont lancé cette 15e édition du Mois de l'Autre ce matin. Né en 2004 suite à la profanation des cimetières juifs en Alsace, ce mois fut créé pour lutter notamment contre l'antisémitisme. Un contexte malheureusement toujours d'actualité 15 ans après. Les jeunes sont plus, comment on peut dire, sensibles que nous le croyons aux paroles de l'autre. Ils réagissent le plus souvent bien. Et j'espère que le message que je leur ai donné est un message qu'ils vont retenir, à savoir que dans l'image de l'autre, on retrouve son image. Et s'ils démolissent l'autre, ils démolissent leur image. C'est l'image morale, c'est l'image physique, c'est l'image de tout ce qu'on peut faire, qu'on soit croyant ou qu'on ne soit pas croyant. Comme Marie, des jeunes ont participé au voyage d'études au camp d'Auschwitz-Birkenau, une expérience marquante qu'ils ont partagée avec leurs camarades. Dans le cadre de ce Mois de l'Autre et pour apprendre à s'engager contre le harcèlement, d'autres élèves ont créé un jeu, Stop Harcèle. Le harcèlement est en effet une des problématiques majeures des établissements scolaires. On a bien sûr, comme dans beaucoup d'établissements, des incivilités et puis des incidents. Alors la pratique essentielle dans ce lycée, c'est déjà le dialogue, c'est de faire comprendre, c'est d'entendre pour quelles raisons on agit comme ça, et puis de réparer. Alors on peut aller bien sûr jusqu'à la sanction quand on n'arrive pas à faire réagir le jeune concerné. L'an passé, l'événement a rassemblé 100 000 participants de 15 à 29 ans. À vos marques prêts, chantez. C'est le nom d'un grand concert participatif qui se tiendra au Zénith de Strasbourg fin juin. Le principe, des amateurs et des professionnels qui se produiront ensemble sur scène. Alors si pour y participer c'est déjà trop tard puisque les choristes amateurs s'échauffent déjà la voix, vous pouvez bien entendu y assister. La billetterie a été ouverte ce matin et pour lancer l'événement, un flash mob était organisé hier soir devant la Maison de la Région, Camille Roland. C'est d'une même voix, qui lui est fonctionnaire de la région Grand Est, se sont retrouvés pour chanter hier soir. Accompagnés d'une centaine de choristes et de l'orchestre de la maîtrise de Strasbourg, ils ont envahi les étages et le hall d'entrée de la maison de la région, partition à la main. Ce flash mob musical avait pour objectif de lancer le projet d'opéra participatif À vos marques, prêts, chantez. Nous avons souhaité trouver un moyen pour marquer
faire savoir en fait à la fois aux élus qui étaient là aujourd'hui en commission, mais aussi à tous les fonctionnaires qui voient passer, tout le monde voit passer des subventions pour la culture et on ne sait pas toujours à quoi ça correspond. Et là, c'était une occasion de dire, ben voilà, par exemple pour ce projet, voilà, c'est des tas de gens, d'hommes, de femmes, de jeunes, de moins jeunes, qui sont engagés autour du chant. Toute génération, toute catégorie professionnelle, au total, près de 1200 personnes participent à ce projet, dont l'idée, avant tout, est de rassembler amateurs et professionnels. L'enjeu, encourager la pratique du chant choral et faire découvrir au grand public des œuvres du répertoire classique. Après Le Messie et Carmen, c'est au tour des airs d'opéra qui ont servi dans les musiques de films d'être au programme cette année. L'idée, c'est d'avoir une image de la ville. C'est pas de faire un concert avec 10 millions de personnes, ça serait trop difficile artistiquement, mais c'est équilibrer un projet artistique et un projet citoyen. C'est pour que les citoyens s'approprient de l'art qui leur appartient. Cette année, c'est autour de la musique de cinéma, mais de la musique chorale du cinéma. Alors il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte qu'il y a beaucoup de chœurs dans les cinémas. Donc l'idée, c'est de mettre en évidence que cette musique qu'on entend dans les films, dans certaines publicités, ça fait partie du quotidien. Donc la musique classique, encore une fois, fait partie de la vie de tout le monde. Une grande fête artistique et citoyenne qui se déroulera au Zénith de Strasbourg le 22 juin prochain. À Heurte, le Mardi Gras, c'est sacré. Après des semaines de préparatifs, c'est cet après-midi que s'est tenue la 69e cavalcade carnavalesque. Jeunes et moins jeunes ne manqueraient ça pour rien au monde. Quitte à poser un jour de congé, Fanny Kunz s'est glissée parmi la foule. 69 ans de confettis et de serpentins, 69 ans de sorcières, de reines et de clowns. Dans les rues de Heurte, cela fait 69 ans que les chars du carnaval passent à chaque Mardi Gras. Aujourd'hui, comme de coutume, à exactement 14h29, les carnavaliers s'entassent pour accueillir la cavalcade. Visiteurs d'un jour ou habitués de la première heure, ils ont tous une raison de profiter de la fête. Moi je viens tous les ans, j'habite à Heurte, du coup nous on vient tous les ans depuis qu'on est tout petit quoi. Là ça commence, alors on va découvrir les chars de l'année. C'est la première fois que j'ai décidé de venir parce qu'on entend toujours parler du carnaval de Heurte. Et du coup, je voulais voir par moi-même. Oui, c'est impressionnant, c'est vraiment chouette, ouais. Les chars avec les fleurs, ça c'est unique à Heurte. Et en fait, tout ce qui est un petit peu l'ambiance aussi. Parce que c'est aujourd'hui, mais il y a eu vendredi, samedi, dimanche, lundi et aujourd'hui. Donc c'est sur plusieurs journées. À Heurte, le carnaval est une institution, même la pluie battante ne gâche pas la fête. Je suis de Heurte et que c'est une tradition et que cette année plus particulièrement c'est la première fois que je le fais avec mon fils en fait pour perpétuer la tradition quoi. C'est une journée, on n'a pas besoin de réfléchir, on se prend pas au sérieux. Je trouve ça sympa, on vient pour s'amuser, puis avec les enfants ça les éclate. À chaque fois quand on jette les confettis, ils nous jettent aussi les confettis. L'an prochain, la Herrefossen-Heurte, de son nom alsacien, soufflera ses 70 bougies. Et puis on reste dans l'ambiance Mardi Gras avec l'image du jour d'Oliviane. Les déguisements ne font décidément pas peur à Alain Fontanelle qui tranche franchement dans le paysage des costumes politiques alsaciens. Le premier adjoint au maire de Strasbourg nous avait déjà habitués par le passé à quelques fantaisies, mais là, pour Mardi Gras 2019, il a fait très fort. Certes, c'est un bel hommage à Tommy Ungerer qui vient de nous quitter, mais un homme politique qui se déguise en brigand, ça peut aussi faire jaser. Voilà, fallait oser. Merci Anna pour le JT. On accueille le plateau Alsace 20. Tanguy Flores, venez. Sabrina Keller et Michel Brisset sont invités. Avec nous, le cinéaste Benoît Jacot, soyez le bienvenu. Et Marek Alter, écrivain, ardent défenseur de la paix dans le monde. Installez-vous, mesdames et messieurs, place à la météo. Et on revient dans un petit instant avec ce livre, ce sont des mémoires. Venez découvrir et essayer le nouveau SUV C5 Aircross dans nos concessions Car Avenue à Colmar, Célestat, Haguenau, Saverne et Sarrebourg.
Bonjour à tous et bienvenue sur Alsace 20. Ne me demandez pas ce qu'il se passe en ce mercredi, je n'en sais rien. Je ne contrôle strictement plus rien. Regardez, le soleil est de retour et ce dès votre réveil sur les 3 territoires. Les valeurs matinales, quant à elles, eh bien, elles sont encore de saison. Il fera 1 degré si vous êtes près de Saverne, 2 degrés à Mulhouse et Pratteln, 3 degrés sur le reste de l'Alsace et 4 degrés la maximale prévue chez nos voisins allemands. L'après-midi, beaucoup de soleil si vous êtes chez nos voisins de la région du Bade-Wurtemberg, un ciel très nuageux près de Saverne, partout ailleurs une alternance entre éclaircies et passages nuageux. Les valeurs, regardez, il fera jusqu'à 19 degrés de Strasbourg en passant par Colmar ou encore Bâle, 18 degrés à Mulhouse, Wissembourg ou chez nos voisins de la région du Bade-Wurtemberg et 17 degrés à Saverne. Que va-t-il se passer en ce jeudi? Eh bien regardez, dégringolade des températures et un ciel changeant entre éclaircies et passages nuageux. En ce mercredi, eh bien, nous célébrons les Colettes ainsi que le mercredi décembre. Le soleil se lèvera à 7h01 pour nous dire au revoir à 18h19. Excellent moment à tous sur Alsace 20 et à demain. Venez découvrir et essayer le nouveau SUV C5 Aircross dans nos concessions Car Revenu à Colmar, Célestat, Haguenau, Saverne et Sarrebourg. Voilà, c'est un grand écrivain militant de la paix qui est sur le plateau de 24 heures en Alsace. Marek Alter, comment allez-vous ? Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, tout va bien. On va rappeler un petit peu votre parcours assez exceptionnel que vous racontez dans ces mémoires. Vous êtes un petit juif né en 1936 à Varsovie. Vos parents fuient le ghetto de Varsovie pendant la guerre. Ils vont dans l'est de la Pologne, qui est occupée à l'époque par l'Union soviétique. En 1941, vous faites partie de ce million de réfugiés en Ouzbékistan. Vous deviendrez un petit voleur, un petit voyou. Il faut bien se défendre. Votre petite sœur Bérénice ne survivra pas à cet exode. En 1945, vous avez 9 ans et vous allez à la fête de la victoire à Moscou sur la place rouge. Et on va en voir d'ailleurs une petite photo. Sur cette plage rouge, vous offrez des fleurs à Staline. C'est le début quand même d'un destin tout à fait exceptionnel. Voilà, oui. Voilà la photo, entourée en rouge. C'est le petit Marek Alter, on est en 1946. J'ai fait 2 pas en arrière parce qu'il sentait tellement mauvais. Il sentait les tabacs. Et il était beaucoup plus petit que sur les portraits qu'on voyait dans toutes les gares de l'Union soviétique. Sur les tableaux, il avait la police. Là, il avait des petits trous. Je ne sais pas, il était malade quand il était gosse. Et ça m'a complètement décomplexé face aux hommes politiques. Puisque, au fond, donc j'ai reculé et c'est lui qui est venu vers moi pour cueillir son bouquet de fleurs en nom de pionniers à Staline, excusez du peu. Alors en 1950, il y a encore 2-3 petites anecdotes que j'ignorais parce qu'on se connaît quand même très bien. Vous apprenez vos premiers mots de français quand vous arrivez en France avec, alors ça va faire rire tout le monde, avec le mime Marceau. Il faut le faire quand même pour apprendre le français avec un mime. Oui, tout à fait, parce que j'ai dragué une fille sur le Pont Neuf, elle était polonaise et elle travaillait avec Marcel Marceau, il cherchait quelqu'un pour déplacer les meubles, parce que les mimes, on déplace tout devant le public. Et alors il m'engueulait, il disait un pas à gauche, non, un peu plus à droite, et comme ça j'ai appris gauche, droite, centre, voilà, la politique était déjà là. Normalement, votre carrière, c'était la peinture, on est d'accord? Vous en avez vécu jusqu'au milieu des années 70? Tout à fait, parce que je ne suis pas resté longtemps avec lui. Bon, je faisais rire le public alors, parce que je me trompais. Devant voilà. Votre établi, devant votre chevalet voilà, plutôt. Exactement. Et après, bon, je suis tombé amoureux de la peinture, de Uccello d'abord, la bataille d'Uccello au Louvre. Je suis allé à Montparnasse, et là, il y avait 2 peintres juifs qui parlaient le yiddish. Ils m'ont dit, mais tu parles le russe et le polonais? Oui. Ils m'ont amené vers un jeune homme un peu ascétique, sympathique. On est devenus copains, c'était Nicolas Destal. Voilà, Nicolas Destal qui lui apprend les couleurs quand même, il faut le faire. Tu vois, parmi les belles rencontres, il y en a d'autres. Hein. Alors ça, j'ai trouvé ça incroyable, surtout j'étais à Cuba il n'y a pas très longtemps. Vous croisez Che Guevara en Argentine, Che Guevara était argentin et pas cubain évidemment, hein. Et vous le croisez en 1953, le jour où Staline meurt. Hein. Oui, mais là, bon, il n'était pas encore très connu, il faisait partie d'un groupe qui deviendra les Monteneros, parce qu'il y avait un poète, Juan Gelman, que j'aimais beaucoup. Et il y avait une réunion à la faculté de médecine. Il y avait un type qui m'a dit, alors, tu viens, en espagnol, que tu viens de
de France, oui. Est-ce que tu connais Jean-Paul Sartre? C'est extraordinaire. C'est déjà en Argentine, Jean-Paul Sartre, oui, je l'ai croisé, etc. Mais est-ce que tu milites? J'ai dit oui, j'ai créé un kibbutz avec des amis. Ah, le kibbutz. Et là, il m'a dit une chose qui m'a plu. Il a dit, los judíos tienen cojones. Les Juifs ont des couilles. Ont des grosses couilles. Un destin à part. On va voir, regardez historique. Ouais. Voilà, regardez toutes ces photos. Vous avez croisé, photos à l'appui évidemment, Staline, Nasser, Sadat. Elle, j'aimais beaucoup. Alors Golda Meir. Et Golda Meir, vous dites que cette femme était un homme politique. Ouais, un homme avec les coronesses, hein, puisqu'on parlait tout à l'heure. Extraordinaire comme personnage. Extraordinaire. Alors je les cite encore, évidemment, Simone Veil. Jean-Paul Sartre, vous avez eu le toupet même d'aller chez lui pour protester. Jean-Paul II, Golda Meir, je l'ai cité. Pourquoi est-ce qu'on a fait finalement appel à vous pour rencontrer les plus grands, surtout sur des conflits? Yasser Arafat, Shimon Peres. Ami, personne n'a fait appel à moi. C'est moi qui me suis imposé. Parce que j'avais un objectif. Je pensais qu'on pouvait faire la paix entre les Israéliens et les Palestiniens. Bon, donc, quand on fait la paix, on fait la paix avec son ennemi. Donc on m'a dit, oui, Arafat, il y avait le détournement d'avions vers Zarqa, il y avait le massacre des athlètes israéliens à Munich. Et alors, bon, c'est avec lui qu'il faut faire la paix, c'est lui qu'il faut voir. Et j'ai obtenu, grâce à des amis d'FLN, on parle beaucoup d'FLN aujourd'hui, Algérie, je l'ai rencontré et on s'est engueulé et on s'est compris. Il faut être intéressé par les gens. Il ne faut pas faire de la morale. Si on veut obtenir quelque chose, il faut venir, je veux la paix. Alors il m'a dit, l'année prochaine à Tel Aviv. J'ai dit, si c'était vrai, un jour avant, je vous tuerai. Alors regardez cette photo, elle est intéressante, vous en parlez beaucoup dans le livre de Bernard Lévy. Vous dites que Bernard Lévy est devenu un jour Bernard-Henri Lévy. Ouais. Il a rajouté le Henri à son prénom parce que ça faisait mieux, quoi. Oui, parce que bon... Il est au centre de la photo et vous êtes juste à droite, hein, vous. Hein. Oui, voilà. Je suis en blanc, lui, voilà. On est allé voir le commandant Massoud, il faut quand même voir. On était les seuls à soutenir ces types qui se battaient contre Ben Laden. Qui a été tué par les Américains, en vérité, par les services secrets américains. Il serait là, il n'y aurait pas eu de talibans, c'est les Américains qui ont armé les talibans. Mais à l'époque, ma femme a sorti une revue qui s'appelait Éléments, avec Clara Malraux, ex-femme de Malraux. Et un jeune homme, un jour, il est venu, il a dit, voilà, j'ai un papier de sionisme et je voudrais publier dans votre revue. Comme c'était bien, on a dit oui. Et il était signé Bernard Lévy. Et puis le lendemain, il téléphone, est-ce qu'on peut encore changer? J'ai dit, qu'est-ce que vous voulez changer? Oui. Non, j'ai deux prénoms, je préfère mettre les deux Bernard-Henri Lévy. Et bon, on a couru vite à l'imprimerie et au dernier moment, on a changé et il est devenu Bernard-Henri Lévy. Il faudra lire le livre pour savoir aussi pourquoi il y a eu une rupture. À plusieurs reprises, vous dites qu'il y aura une rupture et évidemment, il y a Sarajevo derrière, mais ça sera à vous de le lire. Un petit mot encore, ce livre, vous décidez de l'écrire, Ses mémoires, Marek Alter, après la perte de Clara en 2017 et vous vous adressez à elle dans le livre à plusieurs reprises. Oui, parce que, bon, écrire ses mémoires, ça veut dire d'accepter qu'on a déjà vécu. Il reste peu de temps devant, bon, j'aurais peut-être le temps d'écrire un avenant, bon. Mais et ça, c'est très difficile d'accepter cette idée. Donc mes éditeurs m'ont poussé depuis longtemps. Et puis un jour, Clara, donc ma femme, tombe malade, on dit elle a Parkinson, elle est condamnée. Alors, la mort s'est installée là. Alors, je lui ai proposé, bon, on n'invente rien, il y a toujours quelqu'un avant nous. Il y a Goethe avec Faust, avant, moi, plus connu. Voilà, je proposais un pacte à la mort, de la garder vivante tant que je n'aurais pas terminé mes mémoires. Parce que j'avais l'habitude de lui lire des chapitres de mon livre, et parfois, elle disait poubelle. Et elle avait raison. Elle avait du caractère. Elle avait des caractères. Voilà. Et chose extraordinaire, j'ai terminé, et c'est à ce moment-là qu'elle est morte, j'ai ajouté seulement une phrase, Clara est morte.
Vous restez avec nous, bien évidemment, Marek Alter. Voilà, il rêvait de changer le monde. Je rêvais de changer le monde, puisque c'est à la première personne. Vous restez avec nous. On va parler de Casanova, maintenant. Un personnage tout à fait étonnant que nous raconte Benoît Jacquot, cinéaste, dans Dernier Amour. C'est peut-être l'histoire, Dernier Amour, du dernier amour de Casanova, ou peut-être le seul et l'unique. C'est quoi? Oui, ça serait plutôt le premier et le dernier. Et vous dites de Casanova, c'est un ami intime. Bah, je l'aime beaucoup. J'ai lu à... C'est un de mes meilleurs amis réellement. J'ai lu ses mémoires, j'avais à peine 20 ans, et je les ai relus beaucoup, et toujours avec le vœu, un jour, de faire un film d'après l'un des nombreux épisodes qui composent ses mémoires. Dans ses mémoires au XVIIIe siècle, eh bien, Casanova s'exile et il choisit d'aller à Londres. Il ne parle pas l'anglais. Non, il est forcé. Il est forcé. Oui, il est forcé parce que bon, c'était un aventurier réellement, au sens. Vous dites que c'est pas un libertin pour vous, c'est un aventurier. Pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout un libertin. C'est pas le grand seigneur, méchant homme de Molière. C'est pas Don Juan, c'est l'inverse. Et arrivé à Londres, il va rencontrer une jeune femme courtisane qui se prostitue, la Charpillon. Elle s'appelle comme cela. Il la désire, mais elle se refuse. Et elle lui lance un défi. Vous ne m'aurez que si vous m'aimez. Casanova relève le défi d'avoir de vrais sentiments et donc va lui faire la cour. Bande annonce. C'est votre premier séjour à Londres, monsieur Casanova. Premier séjour. On m'avait dit que tu étais à Paris. À Paris, à Genève, à Vienne. Les femmes. Les femmes, oui. J'ai toujours été l'ami de toutes. Sauf une. Vous la connaissez donc? Elle est très connue. Venez vous asseoir à côté de moi. Vous êtes raide dans votre fauteuil. Je ne suis pas fréquentable. Pourquoi faites-vous comme si je l'étais? Moi non plus, je ne suis pas fréquentable. Qu'y a-t-il aussi infréquentable chez vous? Vous le savez, à moi on ne fait pas la cour. M'autoriseriez-vous à vous faire la cour? Vous seriez capable de vous comporter en fiancé? Vous la gâtez, elle va devenir insupportable. Elles sont magnifiques. J'ai envie de vous. Vous avez été un fiancé adorable. N'allez pas tout gâcher maintenant. Vous êtes plus fort que tout le monde. Je crois que je suis le plus fort. Parce que vous le pensez vraiment. S'attacher à une seule, c'est la pire des choses. Elle vous retire le goût des autres. Dans une semaine, vous l'aurez oublié. Ne venez pas. Vous m'avez dit que c'était urgent. Je vous ai menti. Voilà, le film Dernier Amour avec le réalisateur Benoît Jacquot. Il sera à 20h15 au cinéma Star à Strasbourg. Vous allez rencontrer le public alsacien. Dans les textes, il y a des mots exceptionnels, des phrases exceptionnelles. Casanova, à propos de cette femme, la Charpillon, elle vous retire le goût des autres. C'est qu'il est totalement en amour. Bah oui, en fait, dans un siècle où la passion n'existait pas encore comme lien amoureux reconnu, voire objet de littérature, etc., lui, là, dans ses mémoires, sur ces 100 pages-là, le décline. Et c'est la première fois que j'ai lu ce sentiment, la passion, le pathos, voilà, ce dont on souffre quand on est amoureux, décliné comme ça par quelqu'un qui, pour la légende, pour la fable, est supposé être l'inverse, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est absolument pas perméable à la passion, qui est extrêmement amical, particulièrement, étonnamment, pour le siècle amical avec la partie féminine de l'humanité. Qu'est-ce qui ressort de ces pages? Parce que là, on a l'impression qu'il y a une femme qui lui résiste, qui n'est c'est pas habituée à ça, c'est certain. Et que ça le transforme complètement. Ah ben il change. Qu'est-ce qui sort de ces mots-là, de ces pages? Il n'est plus le même.
Tout d'un coup, il se sait mortel, d'une certaine façon, et vulnérable, c'est-à-dire que sa masculinité revendiquée, même si constamment ironisée, en fait, est une illusion. Il a des sentiments, ce garçon. Comment vous avez travaillé avec Vincent Lindon? Il chuchote, il est sur le souffle, la voix n'est pas la même. Oui, mais comment dire, c'est un peu spécial. Moi, je suis très lié à Vincent Lindon, très ami avec lui. J'ai fait plusieurs films avec lui. Et là, en l'occurrence, voulant et pouvant faire un film à partir de Casanova, je ne pensais absolument pas à lui. Et c'est lui qui, sachant que j'allais faire ça, a décidé que c'était lui et personne d'autre, en mettant en jeu notre amitié même. Voilà. Ah ouais, Ah, c'est allé loin. Si c'est pas moi, je te parle plus. Ouais. Non, c'est même pas ça. Si c'est pas moi, le film n'existera pas. Alors, allez savoir, peut-être en me flinguant ou en flinguant le film, je sais pas. Mais enfin, en tout cas, c'était quelque chose de... Mais vous sentiez une passion pour Casanova chez lui depuis que vous le connaissez? Non, je pensais une passion pour le fait, la perspective d'interpréter ce rôle. Voilà. Casanova, je pense qu'il n'en a rien à cirer. Réellement. Par contre, le rôle, l'interpréter, le faire comme je lui disais que j'avais l'intention de le faire, ça l'allumait prodigieusement. Mais effectivement, on oublie Vincent Lindon. On a Casanova devant nous. Un dernier petit mot sur ce monde inconnu qui est le XVIIIe siècle, très compliqué à mettre en œuvre. Regardez ces images, c'est des jardins. Voilà. Comment est-ce qu'on tourne un film d'époque? Oh, il y a beaucoup de manières de le faire, et d'ailleurs, historiquement, si on voit des films et qu'on aime les films, on en a vu toutes sortes pour toutes les époques. Moi, c'est surtout ce que j'essaye d'éviter. J'essaye d'éviter de faire une reconstitution d'antiquaire, je dirais. Que chaque chose soit disposée comme derrière une vitrine, et qu'on considère ça du haut ou de notre époque à nous, de notre présent, ou de loin. Voilà. J'essaye de faire en sorte, ça c'est surtout les interprètes, mais c'est aussi des détails, des gestes, les lumières, une façon de parler, et aussi une langue. Voilà, il faut trouver l'équilibre exact entre ce qu'était la langue à ce moment-là et la langue qu'on parle aujourd'hui, pour rendre autant que possible extrêmement présent ce qui se passe à l'écran au moment où ça se passe pour le spectateur. Eh bien, ce film, Benoît Jacquot, Dernier Amour, sortira le 20 mars. Vous avez cette très belle affiche et vous avez encore 45 minutes pour courir au Cinéma Star et rencontrer courir au Cinéma Star. Merci beaucoup, Benoît Jacquot. Je vais vous libérer parce que vous allez accueillir et on va revenir avec vous, Marek Alter. Vous avez été un peu un Casanova aussi dans votre vie. J'ai vu ça. Je m'y attendais pas. Ce n'est pas parce que j'ai connu beaucoup de femmes que j'étais Casanova. Non, mais il y a eu ça veut rien dire. Ça. Non. Vous avez voyagé. Vous avez vécu des aventures inattendues, diverses. C'est parce que l'affaire Staline que vous racontiez, je veux dire, c'est quelque chose que j'imagine très bien. Casanova racontant quelque chose de ce genre. D'ailleurs, avec les souverains de l'époque, qui racontaient des choses très tactiles, en fait, très vécues. Mais il faut dire que je comprends Casanova parce que les femmes savent écouter, les hommes pas. Deux hommes se rencontrent, l'homme a quelque chose à dire, il demande à l'autre « ça va ?» et l'autre répond « et moi ?» Évidemment, Michel Brisset est d'accord et Sabrina aussi. Moi, je ne suis pas d'accord, les femmes aussi. Ça s'appelle de la démagogie, monsieur Marek Alter. On en parle. On marque une petite pause. Ça, c'est de la misogynie inversée. On laisse partir Benoît, c'était un plaisir de vous recevoir et à suivre cette Tanguy. Ça a l'air très bien. Et Sabrina Keller. Et vous regardez 24 ans en Alsace avec Femmes de foot, notre présidente Sabrina Keller. Mesdames, nous avons les voitures que vous adorez. Réservez votre essai chez Caravenu, partenaire de Femmes de foot. Voilà Sabrina, tous les mardis, vous mettez quelqu'un en avant, quelqu'un à l'honneur. Tout à fait. Bonsoir Lionel, bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est la situation des aidants. Alors un aidant, c'est une personne qui prend soin au quotidien d'un proche, qui est âgé, malade ou en situation de handicap. Ils sont plus de 11 millions en France d'aidants. Alors qui aide les aidants? Pas grand monde. C'est pour ça que mon coup de cœur, c'est pour le projet de Asdépal. Michel Brisset, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes infirmière de formation. Tout à fait. Oui. Et vous avez souhaité
avoir un gros projet, une première maison de répit en Alsace. C'est quoi une maison de répit? Alors une maison de répit, c'est une maison qui accueillerait des patients donc malades, atteints de maladies graves, pour des séjours de répit, pour que justement leurs proches puissent souffler. Parce que quand on accompagne au quotidien, le premier besoin, c'est effectivement de souffler, de s'arrêter un petit peu, prendre des pauses. Reprendre un peu des forces pour pouvoir continuer à aider la personne en charge. Tout à fait. Alors, qui serait concerné? On parle de longues maladies, de personnes handicapées? Alors, des personnes adultes ou âgées, atteintes de maladies graves, potentiellement incurables, qui sont atteintes de chronicité. La chronicité, justement, épuise les dents. Les maladies graves, aujourd'hui, épuisent le proche, en fait. Alors, vous parlez aussi de soins palliatifs. C'est très important parce que ce ne sont pas des mouroirs, ce sont des maisons de vie. Les soins palliatifs, ce ne sont pas forcément des gens qui vont mourir là tout de suite. Donc, c'est important aussi de le dire. Tout à fait. Aujourd'hui, la médecine a fait de gros progrès. Sur la douleur, sur les symptômes aussi. Par contre, les patients sont atteints de maladies graves sur un temps effectivement de plus en plus long. Et c'est justement ce temps long qui fait que l'accompagnement va durer de plus en plus longtemps et le risque d'épuisement est là. Et parfois, les dents souffrent encore plus que le malade. Tout à fait. Comment elle va fonctionner, cette maison ? Alors, cette maison fonctionnera avec beaucoup de soignants libéraux, parce qu'on ne veut pas reproduire quelque chose qui existe déjà, donc on ne veut pas reproduire un hôpital. On veut pas c'est pas un reproduire... EHPAD, tout à fait. C'est pas un hôpital, non, tout à fait. Il y a des activités. Tout à fait, on 24 heures sur 24, on cherche quelque chose qui est innovant, qui n'existe pas encore, en tout cas en Alsace. Il y a des maisons de répit ailleurs. On est un peu sur le modèle de Besançon, qui est la première maison de répit, qui est ouverte en 2011, qui est pérennisée maintenant, après un temps expérimental. Donc innovant parce qu'on veut aussi accueillir des patients jeunes et âgés. On est vraiment sur du transversal. Aujourd'hui, on regroupe, la plupart du temps on regroupe par pathologie, on regroupe aussi par âge. Donc ce n'est pas du tout ce qu'on souhaite. On souhaite vraiment un peu toutes les tranches de la vie. En fait, c'est comme un chez-soi temporaire. On aurait l'impression de se retrouver à la maison, ailleurs, avec des activités, musicologie, art-thérapie, 7 jours sur 7, voilà. Des séjours de répit globalement d'1 à 3 semaines, renouvelables. Alors ce projet innovant, appelé Palliance, est soutenu par le conseil départemental, tout à fait, par l'ARS. Vous avez quand tout. même un appel à lancer ce soir, c'est pour ça que vous êtes là. Alors, tout à fait. On a un petit appel. L'appel, c'est qu'aujourd'hui, on est un petit peu coincé parce qu'on n'a toujours pas de lieu, on n'est pas défini sur un lieu, un terrain ou un vieux bâtiment à restaurer. Donc, c'est un petit peu ça l'appel ce soir. Ah oui, un terrain aussi. Alors, si les maires nous entendent... Comment ? Il faut trouver le site à mettre à disposition. Tout à fait. Alors, ça peut être un terrain, ça peut être une maison à rénover, comme à Besançon. C'est un ancien presbytère qui fait aujourd'hui office de maison de répit. Donc voilà, l'appel est lancé. J'espère qu'on va être entendu. L'association Femmes de Foot va vous soutenir. Et puis, il y a toutes les coordonnées au bas de votre écran, asdepal.fr. Merci beaucoup Sabrina, merci à vous et bonne route pour ce projet. On retrouve dans un petit instant Marek Alter, avant cela l'actu Tchap avec Tanguy Flores. Merci Lionel de me sortir Marek Alter le soir où j'ai décidé de parler papier peint. Pourquoi ? C'est génial. C'est génial, en grand monsieur comme ça, et puis je veux lui sortir du papier peint. Je sais pas si elle a envie de refaire son salon. T'aurais pu faire des trucs plus intello, mais c'est du papier peint classe, avec des artistes. Vous êtes artiste, vous allez peut-être pouvoir comprendre. Alors je vais vous présenter une maison qui s'appelle Never Seen. Ça fait quelques mois qu'elle existe, seulement, à peine, lancement fin 2018, à Mundolsheim. C'est Irène, qui a la petite trentaine, et Irène, elle a décidé de faire du papier peint artistique. Elle va voir des artistes régionaux. Elle fait des dessins avec eux, enfin eux font des dessins pour elle, et elle retravaille ses dessins, elle numérise ses dessins et elle en fait du papier peint. Et le truc le plus intéressant, c'est qu'elle fait ça aussi avec des tatoueurs et des tatoueuses. C'est-à-dire que les tatoueuses peuvent imaginer en tatou, mais ça se retrouve sur du papier peint.
C'est un petit peu rock, c'est décalé, c'est l'ADN un petit peu de cette maison Never Seen. C'est pour refaire l'appartement de Marek. Exactement. Voilà. Marek, si vous avez besoin d'un papier peint un peu rock et décalé qui sort des sentiers battus, il faut aller à Mundolsheim. Je pense que Lionel pourra vous emmener dans les prochains temps. On va aller ensemble. Mais on va y aller. Et voilà, et c'est plutôt chouette. C'est fait à la main, c'est très pointu, ça dure des heures de boulot. Et à la base, on soutient quand même la création régionale. Regardez. On peut imprimer n'importe quel dessin dès lors qu'il a une valeur artistique et un peu décalée parce que c'est quand même l'image de la société qu'on veut donner. Ensuite, on le retravaille en informatique, on le redispose et puis on l'imprime. Alors, on travaille aujourd'hui avec 2 artistes. Le premier, c'est François Zehner, qui est basé près de Colmar et qui est assez reconnu dans la région et au-delà puisqu'il a travaillé aussi pour Louboutin à l'international. Et le second, c'est une tatoueuse qui est à Strasbourg. Et ensuite, on retravaille les tatouages sur papier, on les modifie, on les recalibre, on les corrige et on les imprime. C'est du fait main, c'est artisanal, mais ça reste un papier qui est facile à poser. On vise un peu tous les types de publics, mais des gens qui ont un intérêt particulier pour le domaine artistique. Donc toujours un petit peu qui cherchent des choses en dehors des sentiers battus, des choses originales. C'est pas ringard le papier peint, ça fait quelques années qu'il y a un regain. Non plus pour le poser sur tous les murs d'une pièce, mais sur un mur en particulier. Ça se fait vraiment beaucoup et il y a beaucoup de maisons d'édition qui sont nées les dernières années à Paris principalement. L'idée c'est d'être en dehors des sentiers battus. On ne va pas faire des choses qu'on trouve ailleurs et qui sont très standards. Voilà, super idée sur Chap. Autre info, un vote en ligne. Ouais, c'est ça, puis on va à Mulhouse, ça fait super plaisir à Sabrina Mulhouse. Mulhouse, vive le zoo de Mulhouse en grand coup de chapeau. Elle est Zoo de là-bas, Mulhouse. Il y a quelques semaines est né un lémurien en propithèque couronné, dit comme ça, on n'en a rien à faire. Et pourtant, je vous garantis que c'est quasiment une première mondiale, enfin pas tout à fait. Le zoo de Mulhouse est l'un des seuls au monde, hein. Ils sont 4 ou 5, donc rendez-vous compte quand même, à pouvoir faire naître ce propithèque couronné sur un lémurien en voie d'extinction quand même, c'est originaire de Madagascar, c'est en train de disparaître à cause de l'homme. C'est né à Mulhouse, bravo, et on a un vote en ligne pour choisir le prénom. Alors t'as le choix, Lio, Toki, Tambi, Jao, voilà. Non, Tambi. Ok, mais Tambi c'est pas mal. Tambi, il y a un petit côté alsacien avec vous. Moi c'est bon, j'ai voté. Et donc c'est en ligne, c'est en ce moment sur les réseaux sociaux. Et puis évidemment ça cartonne avec le petit lémurien, tu Mimi. Bah, c'est tout Mimi. Allez, on prend 2 minutes avant de libérer Marek Alter. En le voyant Alter, il y a quand même un petit côté alsacien, non? Moi je dirais Benfeld. Et ben moi je dirais Benfeld aussi. Ouais, pas mal. Exactement. Hein. C'est parce que vous connaissez l'histoire. Ils sont drôles. Ben oui, Halter, c'est un nom alsacien. Halten, c'est tenir. C'était des gardiens des registres. Jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, on dit Buchhalter. C'est lui qui tient les comptes, c'est-à-dire les comptables. Buch, c'est un livre. Halter, c'est lui qui tient. Et c'est vrai que j'adore l'Alsace, et surtout là, la région Strasbourg, parce que c'est de là qui vient mon nom. C'est-à-dire, c'est pas tous les jours qu'on choisit un nom. 1435, qui dit mieux? Voilà. Et je voudrais qu'on termine avec une question d'actualité. Vous avez vu ces cimetières juifs, notamment à Quatzenheim, à côté de Strasbourg, hein, c'est à 15 km. Hein. Une école qui a été taguée, on voit ces images monstrueuses de croix gammées, etc. La stèle. Hein. La stèle. Qu'est-ce qui se passe? Une petite minute là-dessus. Qu'est-ce qui se passe avec cette montée de l'antisémitisme, Marek Alter? Mais quand les gens ne savent pas où ils vont, ils cherchent un bouc émissaire. Bon, les juifs... S'il n'y avait pas de juifs, ce serait des arabes, des bossus, des rouquins, des tziganes, peu importe. Bon. On cherche un bouc émissaire. Ça ne me fait pas peur. Ceux qui taguent, ils sont peut-être 10, pour eux c'est une aventure. On parle d'eux, ils sont contents. Ce qui me fait peur, c'est que nous sommes très peu nombreux pour sortir dans la rue pour dire que ce n'est pas bien. C'est ça. On était 20 000 à Paris, même pas, 20 000. Sur 70 millions de Français. C'est Willy Brandt, un jour, on dînait avec Simone Veil, il a dit à Simone Veil, c'est la démocratie à Weimar a échoué, pas parce qu'il y avait trop de fascistes, mais pas assez de démocrates.
Voilà, lisez les mémoires de Marek Alter, homme passionnant. Je rêvais de changer le monde. Et ben votre petit niveau d'être humain, vous avez quand même participé sacrément à ce changement. Merci beaucoup Marek. Bravo. Voilà, merci Sabrina, merci Tanguy, merci Michel. On repart dans l'actualité avec le tour des cantons. Moi je vous dis à demain, 19h. Salut. Rendez-vous était donné à la gare de Cernay pour la signature d'un acte de vente entre la ville et le département. En jeu, ce bâtiment, l'ancienne gare désaffectée. Si aujourd'hui, le trafic des trains reste élevé et vital aux communications avec Mulhouse, le bâtiment qui accueillait autrefois les bureaux est fermé depuis des années et les voyageurs n'y ont plus accès. Propriété municipale, ce bâtiment historique va connaître une seconde vie. La ligne de chemin de fer entre Mulhouse et Henri-Tétane a été la première réalisée dans l'est de la France, à l'époque du fait de l'implantation des usines sur Tannes. Et c'est vrai que cette gare a suivi les vicissitudes de notre région, qui, je le rappelle, a changé 5 fois de nationalité alors qu'on n'avait rien demandé. Et aujourd'hui, c'est un grand plaisir pour moi que de pouvoir céder cette gare au conseil départemental du Haut-Rhin. Et dans cette gare, en accord avec le conseil départemental, vont être regroupés tous les services à la population. Voilà, je vous remets tout à fait officiellement cette clé. Elle est belle. Avec le petit drapeau. D'ici 2021, les services départementaux de la solidarité seront installés dans le bâtiment qui sera rénové. Objectif, améliorer la qualité du service et son accessibilité au public. Il s'est avéré depuis quelques années que les 2 CMS, centres médico-sociaux de Cernay, n'exerçaient plus dans des conditions optimum et que pour plus d'efficacité et plus de sécurité, il était logique de les rassembler. Il fallait trouver un point de chute. La municipalité de Cernay, ayant compris cela, nous a proposé l'ancienne gare de Cernay, qui était propriété de la ville. Dans quelques semaines, nous serons prêts à déménager. Ainsi, la ville récupérera des locaux. Coût de l'opération, 650 000 €. Une bonne affaire pour le département. Pour faire des économies, dans le cas présent, mieux valait investir. Il aurait fallu de toute manière retrouver un point de chute, quel qu'il soit. Il aurait fallu faire des travaux d'adaptation des locaux. Donc un investissement certain s'imposait. Nous étions aussi en location dans les CMS actuels. Donc on fera une économie de loyer, ce qui nous permettra de financer et d'amortir l'investissement nécessaire pour l'ancienne gare. En plus, vous l'avez vu, la situation elle est idéale. Afin de partager avec vous la transmission de l'ancienne gare de Cernay au service du département. Du côté de la commune, si l'on se réjouit de l'opération immobilière, on est surtout ravi de sa finalité. En matière de solidarité, communes et départements travaillent ensemble à un même objectif. Dans une période où les différentes questions sociales sont si pressantes, il était important pour tous de maintenir ces services publics au plus près des habitants. Mais je pense que c'est un besoin non seulement pour la ville de Cernay, pour l'ensemble du territoire. Le volet social du département, du conseil départemental est important par rapport à l'accompagnement des personnes âgées, par rapport aux EHPAD, par rapport à la petite enfance, par rapport à Alzheimer. Je crois qu'aujourd'hui, c'est des services extrêmement importants et le fait de les regrouper sur un endroit facilite pour nos concitoyens cette démarche pour qu'ils puissent bénéficier facilement des services du département en matière d'aide sociale. La proximité est déterminante aujourd'hui pour les usagers et pour l'ensemble des concitoyens de notre territoire. C'est vraiment là la politique du département du Haut-Rhin, rentrer dans les territoires, offrir un service de proximité. La signature de l'acte de vente de l'ancienne gare de Cernay, cher Michel. Le bâtiment accueillera l'ensemble des publics concernés par le département, des jeunes enfants aux personnes âgées dépendantes. Grâce à ce bâtiment, propriété maintenant du département, nous allons faire des travaux et pouvoir rassembler en 2021 l'ensemble des services de la solidarité. Tous les services liés à la personne, le social a priori, puisque voilà, toutes les aides, les assistances sociales seront là, présentes,
Maya, la petite enfance, la PMI, la protection maternelle et infantile, le pôle gérontologique, tous les services qui se rapportent aux plus fragilisés et aux personnes les plus vulnérables, les personnes âgées, enfin tous les services sociaux qui sont de la compétence du département. C'est vraiment le service au public par excellence, c'est notre cœur de métier. Le choix du site s'est fait pour son accessibilité. Idéalement placée, la gare sera accessible à l'ensemble des habitants du bassin de vie. On est en cœur de ville, on est à côté des quartiers, on est avec un parking important, on a le tram et on a le TER. Donc c'est un endroit stratégique pour regrouper tous les services, pour éviter que nos concitoyens aillent de droite et de gauche. C'est une belle opération au service des populations. C'est donc un grand atout, un service de proximité pour les habitants de Cernay et les habitants du secteur, parce que nous avons coutume de dire que le département est l'acteur de proximité aux côtés des élus locaux, aux côtés de la population. Eh bien, c'en est la preuve. Les travaux de rénovation devraient commencer rapidement. Ouverture au public prévue pour 2021. Voilà, tiens, je te laisse remettre le capuchon. Bravo. On te remercie beaucoup.